Il se raconte beaucoup de conneries sur la séduction. Alors, je commence cette série de vidéos que je vais appeler Filtre Séduction, dans laquelle on va regarder ensemble des ressources existantes sur le domaine de la séduction. Je me suis dit qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue, il suffit de partir de tout ce qui se dit déjà, récupérer le bon, enlever le mauvais, pour tirer nos propres conclusions d'hommes intelligents qui veulent avancer de manière efficace dans leur rencontre, pour faire cette rencontre, qu'on va chérir, cette plus belle rencontre de notre vie ou de nos prochaines années. Alors c'est parti, et je vais commencer par un article de séductionefficace.com. Voilà l'article qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Comment attirer une fille sans rien faire, les 16 trucs à connaître, de séductionefficace.com, avec un homme qui s'appelle Jacques Derrière, que je n'ai pas rencontré, qui parle beaucoup de séduire de manière solide. 16 trucs à connaître donc pour attirer une fille sans rien faire. Déjà on voit d'entrée de jeu que la promesse est forte et est très marketing, sachant que un des arguments marketing les plus forts, c'est de ne pas avoir à faire d'efforts, car en tant qu'être humain, on cherche naturellement à conserver de l'énergie un maximum. Et donc cette promesse de ne pas faire d'efforts est très très forte, nous parle à tous, ça catch notre regard en mode quelque chose qui me permet de ne pas faire d'efforts, ok let's go. Autant dire que c'est faux d'entrée de jeu, c'est impossible d'attirer une fille sans rien faire, c'est absolument débile. Yes. Ça voudrait dire quoi, ne rien faire? Ça voudrait dire que tu t'habilles même pas correctement, tu te laves pas, si on pousse le vice loin sans rien faire, ça n'a aucun sens. Donc sans faire d'efforts, on est d'accord que ça ne sert à rien, mais on va voir que dans cet article, il y a quand même des choses intéressantes et on va essayer de garder le bon et d'enlever le meilleur. Garder le bon et d'enlever le mauvais. Donc, d'après lui, il y a des clés de l'attirance qui permettent d'attirer des filles naturellement, pour que ça devienne un jeu d'enfant. Là aussi, ce sera jamais un jeu d'enfant. C'est par nature, en fait, c'est même intéressant que ce ne soit pas un jeu d'enfant. Et les femmes vont chercher à faire en sorte que ce ne soit pas un jeu d'enfant. Et plus ça va être un jeu d'enfant pour vous, plus vous allez dégager quelque chose où potentiellement la femme va chercher à vous mettre des barrières pour vous faire comprendre que non, la vie n'est pas acquise, non, elle n'est pas acquise. Donc à moins que vous tombiez vraiment sur une femme qui va être qui va s'abandonner totalement au fait d'être séduite par un homme, beaucoup de femmes qui se respectent vont mettre des barrières. Donc peut-être que énormément de mecs, vous êtes persuadés que pour attirer une femme comme un aimant, il faut absolument être beau, riche et intelligent. Bref, si c'est le cas, les 3 facteurs d'attirance que vous allez découvrir juste en dessous risquent de vous surprendre. Je suis d'accord que les facteurs d'attirance qu'il évoque sont plus intéressants que beau, riche, intelligent, on va voir ça tout de suite. Pour chacun de ces facteurs, on va voir des trucs concrets à mettre en place dès aujourd'hui. On va voir, je crois que c'est pas si concret que ça ce qu'il propose. Le facteur intellectuel, le facteur le moins puissant pour attirer une fille. Ça, c'est assez vrai. C'est-à-dire que c'est une des problématiques qu'ont la plupart des hommes, on va dire, intelligents. C'est que l'intelligence, ça sert vachement au niveau sociétal, au niveau professionnel. Mais l'intelligence ne sert pas à grand chose avec les femmes, si ce n'est un petit plus par-dessus ce qu'elles apprécient déjà. Ça peut être le petit plus qui fait la différence par rapport aux autres hommes, mais il faut d'abord, quelque part, répondre aux autres critères. Après, évidemment, certaines femmes vont valoriser l'intelligence à un autre niveau, selon l'éducation qu'elles ont reçue. Pour elles, l'intelligence risque d'être un des facteurs les plus importants. Mais bon, le facteur le moins puissant pour attirer une fille, en effet, s'il n'y a que l'intelligence, ça risque d'être compliqué. Donc d'après lui,
le facteur intellectuel est le niveau le plus superficiel, c'est marrant, paradoxalement. Parce que, alors superficiel dans le sens où c'est une attirance qui n'est pas profonde. Ok, on va voir ce qu'il veut dire. Ce n'est pas une attirance magnétique comme c'est le cas à un niveau d'attirance plus primaire. Ok, en effet, une attirance intellectuelle va rarement susciter des émotions fortes et une attraction corporelle, l'envie de toucher quelqu'un. Ça ne va pas être le trigger le plus fort. Comme je l'ai dit juste avant, ça va dépendre un peu quand même de l'éducation de la femme, de qui ont été ses parents, qui a été son père, est-ce qu'il était ingénieur, etc. et quelle perception elle en a. Pour certaines femmes, c'est très sexy un homme intelligent, mais c'est peu probable en fait qu'elle s'ouvre au fait qu'il est intelligent s'il n'y a pas d'autres éléments en amont pour déjà la séduire. Et le facteur intelligent va plus être une sorte de concrétisation de son attirance, en mode « Ah, c'est parce qu'il est intelligent », en fait ça lui permet de se justifier elle-même d'être attirée. Alors, les 3 critères ci-dessous sont importants à avoir en tête, mais il faut garder à l'esprit qu'ils ne font pas le poids face à des critères plus profonds, comme on va le voir plus bas. Les points communs avec une personne. J'aime beaucoup le fait qu'ils mettent ça sur le plan le plus banal et le plus superficiel et le moins intéressant. Parce qu'effectivement, on peut se rendre compte que dans beaucoup de couples, les points communs ne sont pas forcément si forts, et que des couples qui sont basés sur les points communs manquent un peu de passion et vraiment de ce caractère un peu sexy, et de masculin, féminin fort en fait. C'est plus de l'amitié couple qu'un homme et une femme ensemble. Donc, d'après lui, les points communs, ça permet de faire sentir qu'on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Très bien. Malheureusement, beaucoup de mecs se focalisent là-dessus et perdent un temps et une énergie à se focaliser sur des facteurs qui pourraient avoir plus de poids. Voilà, donc il ne dit pas grand-chose par rapport à ça. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de... Pour chacun de ces facteurs, on va avoir des trucs concrets à mettre en place dès aujourd'hui. En fait, là, il n'y a pas de... Il n'y a rien à mettre en place par rapport à ça. Si ce n'est le fait de le voir d'une manière secondaire et de ne pas chercher dans ces rencontres à aller trouver les points communs. En fait, c'est pas forcément ça. Et effectivement, c'est une perte de temps dans la rencontre avec une femme que d'aller chercher, c'est quoi nos points communs, c'est de ça dont on peut parler. En fait, on s'en fiche. Et ça, c'est très intéressant à comprendre, que ce soit pour les dates, pour une rencontre spontanée dans la rue. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à trouver les points communs pour attiser une discussion, parce qu'en fait, la conversation n'a pas besoin d'être basée sur les points communs, comme dans les relations plus classiques qu'on peut avoir au travail et compagnie, ou d'amitié, où là, effectivement, on s'attend à créer des amitiés basé sur des points communs, on va pouvoir se retrouver sur des intérêts communs et donc approfondir notre pensée sur certains sujets spécifiques qui nous intéressent. Dans la rencontre avec une femme et dans le couple, c'est pas ça qui doit être le cœur, le vivier, l'étincelle. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, les connaissances. Connaître des choses, être cultivé, avoir des connaissances à partager, constitue un critère d'attirance dans la mesure où ça vous permet de mener des conversations intéressantes avec la fille, et il nous renvoie vers un article. Vous pouvez potentiellement la captiver et la faire vibrer plus facilement, ça vous rend plus attirant. Vous êtes un mec qui a le potentiel d'apporter de la valeur aux autres par le partage d'informations intéressantes, d'anecdotes, d'histoires, etc. C'est un critère qui a un peu plus de poids que le précédent, mais qui est lui aussi loin d'être le plus déterminant. Ok. Donc là aussi, pareil, il n'y a pas de truc concret à mettre en place, c'est faux, mais on va voir ensemble ce qu'il y a derrière. Effectivement, ça va être difficile de toute manière de ne pas avoir de connaissances. C'est-à-dire que, a priori, à partir du moment où on vit, nos connaissances
arrive, je veux dire, on vit, donc nécessairement on connaît des choses. Qu'on passe son temps devant la télé tout le temps, qu'on passe son temps à lire des articles, qu'on passe son temps dans l'action, on a des connaissances différentes. Si notre journée c'est 8 heures de sport par jour et 4 heures de télé, effectivement nos connaissances sont différentes que si on passe 8 heures à coder un programme informatique et 4 heures à jouer. C'est différent de si on passe 3 heures par jour à cuisiner, etc., etc. Donc ça va dépendre, évidemment ces connaissances vont dépendre à la fois de nos points communs, enfin de nos centres d'intérêt du coup qui peuvent donner des points communs. Et donc en fait les connaissances sont vachement en lien avec les centres d'intérêt. Mais là où c'est un peu plus intéressant, le niveau connaissance, c'est que on enlève le côté où ça a besoin d'être un point commun et on commence à se dire ok, ben en fait je connais des choses que l'autre ne connaît pas, qui ne sont pas nécessairement un point commun, et je peux captiver l'autre parce qu'elle ne sait pas, parce qu'il n'est pas en commun avec moi, c'est-à-dire que je peux lui montrer la valeur de ce que moi je perçois comme valeur dans la vie. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans les connaissances et dans le fait d'être cultivé, entre guillemets. Alors après je suis pas d'accord avec la culture en tant que telle, parce que je pense que c'est très compliqué de nos jours d'être cultivé au sens historique du terme, c'est-à-dire connaître l'histoire, l'art, tout ça, d'y donner de la valeur tout en étant up-to-date avec l'actualité, ce qu'il se fait de nos jours et la culture contemporaine qui en fait nous est bien plus utile pour affronter le quotidien. Tout ça pour dire que ce niveau des connaissances, c'est le niveau où soit en tant qu'homme, on peut donner vraiment beaucoup de valeur à ce qu'on fait, à ce qui nous intéresse, pour captiver l'autre, au moins essayer de captiver l'autre en lui faisant comprendre pourquoi on s'y intéresse, et sans attendre d'elle que ça devienne un point commun ou qu'elle s'y intéresse au même niveau. Mais par contre, ça va lui faire ressentir l'énergie qu'on a pour quelque chose. Troisième élément maintenant, l'intelligence rationnelle. Donc comme on le disait en intro, l'intelligence rationnelle va être une sorte de plus une fois que d'autres critères sont validés. Donc Jacques nous dit, les hommes sont attirés par les hommes intelligents. Même si on a parfois l'impression du contraire, l'intelligence est quelque chose d'attirant chez un homme. On est souvent amené à penser qu'il vaut mieux être con pour séduire les femmes, parce qu'on voit souvent des mecs cons réussir à attirer des femmes que des mecs intelligents n'arrivent pas à attirer. Or ce n'est pas parce que ces mecs sont cons qu'ils arrivent à attirer ces femmes. Là, on est d'accord. C'est simplement parce qu'ils se basent sur des critères d'attirance bien plus profonds que le mec intelligent lambda ne maîtrise pas. Car l'intelligence rationnelle fait partie du premier niveau d'attirance, mais si un mec intelligent se base sur des critères d'attirance plus profonds, alors il pourra attirer les femmes avec tout autant de facilité que le mec con, et même encore plus facilement grâce à son intelligence. Les hommes qui, à la fois sont intelligents et maîtrisent des critères d'attirance profonds, comme ceux qu'on va voir un peu plus bas, sont irrésistibles auprès des femmes. Mais ce n'est pas tout. L'intelligence rationnelle est ce qui permet d'aller loin et d'apprendre tout un tas de choses que le mec con aura bien plus de mal à apprendre. Les mecs intelligents sont donc gagnants sur le long terme. Ah là là, c'est quand même très marrant de lire ça à haute voix, quoi. Autant quand on le lit dans sa tête, on est en mode ouais. Mais quand on le lit à haute voix, on se rend compte quand même que c'est très très basique. On voit dans cette façon de présenter les choses, bon après, j'ai pas envie de tirer, de tirer à vue sur Jacques en mode c'est de la merde ce que tu fais, loin de là. Et je comprends la nécessité marketing de présenter les choses simplement. Mais il n'y a quand même pas que intelligent et con, et surtout il va falloir arrêter un jour, chers amis, de penser aux femmes en général. Les femmes. Il y a beaucoup de types de femmes différentes, tout comme il y a beaucoup d'hommes différents,
Et à un moment donné, il faut arrêter de dire homme, femme, comme s'il y avait des choses vraiment absolument généralisables tout le temps, quoi. Alors, des choses généralisables entre hommes et femmes, il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc, dire que les femmes sont attirées par les hommes intelligents, oui et non. C'est-à-dire que, en fait, potentiellement, n'importe quelle femme qui est avec un homme va se dire, d'une manière ou d'une autre, qu'il est intelligent. C'est-à-dire que que ce soit vrai ou pas, en fait, potentiellement, on va considérer notre partenaire intelligent pour une raison ou pour une autre. Je veux dire, moi, quand je suis avec une fille qui n'est pas du tout ingénieure, qui ne connaît rien à la science, qui connaît rien à l'histoire, qui n'a pas de culture, mais que je trouve intéressante quand même, je la considère intelligente. Je la considère intelligente sur un autre plan. Et donc il n'y a pas besoin de dire l'intelligence rationnelle, en fait, parce que je pense qu'on va considérer une personne qui nous attire rapidement comme intelligente pour une certaine raison. Voilà, après, effectivement, si on arrive en mode je suis entrepreneur, je suis ingénieur, j'ai un poste à responsabilité qui demande de réfléchir de manière logique, ça peut impressionner une femme que de se dire ok, ce gars-là réfléchit de manière logique, et il y a effectivement une certaine conscience du fait que la logique aide dans la vie en général, et puis aide aussi à relativiser ses émotions. Donc là, ok, là on est d'accord. Mais il y a peu de chances en réalité que les femmes qui sortent avec des mecs cons, entre guillemets, les considèrent comme cons. Et il y a de fortes chances que ces mecs-là soient aussi bien plus intelligents qu'on puisse l'imaginer. C'est-à-dire que leur intelligence n'est peut-être pas rationnelle, mais leur intelligence est peut-être sociale. Et là, on s'y retrouve en fait. Donc l'intelligence rationnelle n'est pas plus séduisante que l'intelligence sociale, en fait, loin de là. Et par contre, ça reste un plus. Il n'y a pas de raison de s'en priver, il n'y a pas de raison de ne pas investir dans la logique, parce que là, effectivement, c'est surtout que ça aide à être gagnant sur le long terme quand même, que d'être intelligent, d'avoir un esprit critique. Ça évite de faire certaines erreurs. Et surtout, là, ce que ça peut avoir de plus attirant, c'est qu'un geek, dans l'essence, va mieux gérer des situations du quotidien où un homme qui a une autre forme d'intelligence va se laisser avoir par les émotions, va se laisser dépasser par la technologie, toutes sortes de choses comme ça qui vont aller au détriment du couple. Mais ça, c'est un peu secondaire. Bien, continuons du coup sur le 4e point. Donc on a commencé à évoquer l'intelligence sociale. Et donc là, le deuxième grand groupe de facteurs déterminants que Jacques nous présente, c'est le facteur social, le statut social. Un facteur relativement puissant pour attirer les filles, dit-il. Ce facteur d'attirance constitue un niveau d'attirance plus profond que le niveau d'attirance intellectuelle qu'on a vu juste au-dessus. Le facteur social est un niveau d'attirance plus primaire, davantage ancré dans nos gènes. Ça, il y a de fortes chances que ce soit vrai, pour le coup, qu'on le veuille ou non, qu'on soit rationnel ou non, on va avoir tendance à avoir besoin des autres. Et au fond, dans la nature, c'est souvent, pour survivre, plus intéressant d'être entouré que d'être intelligent. Un homme intelligent seul va aller moins loin qu'un homme moins intelligent, mais entouré. Depuis des temps ancestraux, les femmes ont toujours été attirées par les hommes de pouvoir. Ok, elles ont toujours été attirées par les hommes susceptibles de les faire grimper dans l'échelle sociale, ou par les hommes les plus à même d'assurer leur survie
et seuls de leurs petits. Alors, ok, il y a des choses assez fortes qui sont dites sans preuve ni rien. Depuis les temps ancestraux, les femmes ont toujours été attirées par les hommes de pouvoir. Franchement, oui et non en fait. Il suffit d'imaginer toutes les femmes qui sont attirées par des artistes. Les artistes ont très peu de pouvoir, mais ils sont grandement séduisants. Leur pouvoir est différent. Donc là, on voit encore qu'on est plus sur un type éventuellement de femme particulier qui va valoriser un facteur plutôt qu'un autre. Et en fait, finalement, tous les facteurs que Jacques nous présente ici, sont potentiellement des facteurs qui vont être importants pour l'une, pas importants pour l'autre. Donc il faut bien considérer que tous ces facteurs-là, le pouvoir et compagnie, ça répond à des besoins spécifiques de certaines femmes. Peut-être, effectivement, certaines femmes ont toujours été attirées par les hommes de pouvoir, ça leur génère une émotion particulière, et elles ont ce besoin peut-être très fort de statut social qui s'accompagne par le fait d'être avec un homme de pouvoir, ou alors le challenge d'avoir cet homme-là et pas un autre. Admettons. Mais il y a plein de femmes pour qui ça n'a que très peu de valeur, qui vont, justement, pour prendre un exemple extrême, préférer un artiste de rue, bohème, avec qui elle va vivre vraiment de l'amour pur, sans tout ce qui est un peu fame, popularité et fausseté en fait. Donc pour moi ça casse le côté où les femmes sont attirées par le fait de grimper l'échelle sociale. Disons que il faut plutôt le voir comme quelque chose où si effectivement cet artiste bohème grimpe dans l'échelle sociale, elle va pas vraiment le refuser, quoi. C'est-à-dire que... Mais ça veut pas dire qu'elle sera heureuse une fois qu'il a grimpé dans l'échelle sociale, parce que cette femme qui a choisi d'abord un artiste populaire, mais pas de haut standing, rien ne dit qu'une fois qu'il réussit, qu'elle va encore se sentir bien. Et rien ne dit que cet homme-là va rester le même non plus, d'ailleurs. Donc c'est vraiment faux en fait que de dire que les femmes sont attirées par le fait de grimper l'échelle sociale. C'est juste que potentiellement, oui, on va prendre cet ascenseur-là quand il nous est offert, mais ça ne veut pas dire qu'on en a besoin, ni qu'on va le rechercher. Par contre, le fait qu'une femme sera plus attirée par un homme qui est plus à même d'assurer leur survie et celle d'une progéniture, j'ai du mal à voir en quoi ça peut être faux. Même si là encore, la psychologie humaine est suffisamment forte pour que on réussisse à aller vraiment à l'encontre de notre nature en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que le pouvoir mental humain est tellement fort que des femmes réussissent à avoir l'air d'être en grossesse alors qu'elles ne sont pas en grossesse. Donc ça, c'est juste pour montrer à quel point les croyances sont fortes. Une autre idée de comment les croyances sont fortes, un autre exemple, c'est une étude qui a été faite sur des gens à qui on administre de la morphine. À certains, on ne leur explique pas les effets de la morphine, on ne leur dit pas qu'ils ont reçu de la morphine et on leur demande sur une échelle de 1 à 10 à quel niveau est leur douleur, et ils comparent ça à un groupe où ils expliquent qu'ils leur donnent de la morphine et tous les effets de la morphine sur leur corps, et leur perception de la douleur entre les deux groupes est complètement changée. C'est-à-dire que ceux à qui on a expliqué les effets de la morphine ressentent 5 fois moins de douleur que les autres. Donc tout ça pour dire la force de nos croyances, la force de ce qu'on croit, de ce qu'on imagine,
la force du mental sur notre nature primaire a un impact énorme. Et donc là aussi on peut questionner le fait que une femme serait forcément en recherche d'un homme qui va assurer sa survie et celle de ses petits en fait. Elle peut tout à fait avoir des croyances qui sont contre cette nature de reproduction. Tout comme il y a plein de femmes qui sont en mode en fait j'ai pas envie d'enfant. Ça existe aussi. Et ça c'est la puissance du mental, de l'éducation, de la façon dont on perçoit les choses. Donc là aussi, en soi, on n'est pas à l'abri que ça se soit complètement faux. Et tout ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut définir quel type d'homme on veut être, avec quel type de femme. Parce que il n'y a pas de généralité comme ça. Le fait que des hommes en haut de l'échelle sociale auraient un avantage de poids, peut-être, ils ont peut-être plus de choix. Effectivement, après, la question c'est, une fois qu'on a compris qu'il y a des types de femmes, des types d'hommes, on va dire qui partagent des croyances communes, qui ont des valeurs fortes en commun, on peut se poser la question de c'est quoi la répartition en pourcentage de population et du coup quelle est la chance qu'on a de rencontrer quelqu'un qui nous correspond. Plus on va avoir des valeurs qui sont à l'encontre de la masse, plus on risque d'avoir du mal en fait de faire une rencontre qui a vraiment du sens. Quatrième élément, la notoriété. Comme vous l'avez sans doute remarqué, les femmes sont généralement attirées par les mecs populaires. La notoriété est un indicateur de statut social, c'est un indicateur de succès et de pouvoir. Lorsqu'une femme constate que vous êtes connu et apprécié d'un certain nombre de personnes, elle vous trouve tout de suite plus attirant. C'est encore plus vrai lorsqu'une femme se rend compte qu'un certain nombre d'autres femmes vous apprécient et souhaitent être à vos côtés. Pour tout un tas de raisons. Les femmes sont attirées par les hommes populaires, parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente. Cela dit, ce n'est pas parce qu'un mec est populaire qu'il attire les femmes. Je pense notamment à certains youtubeurs fragiles qui ont une grande popularité mais que les femmes ne trouvent pas attirants pour autant. Ok, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même quelque chose, indéniable dans cet élément-là. C'est pas spécialement la notoriété, c'est la validation sociale. C'est-à-dire que qui n'a pas envie de voir que le produit qu'on a envie d'acheter a été vachement bien noté par d'autres personnes. On est plus ou moins sceptique, on est plus ou moins... on a plus ou moins approfondi la réflexion par rapport à ce que ça veut dire qu'un produit bien noté, mal noté, qu'un film bien noté, mal noté. On a tous un peu notre rapport à la validation sociale, mais tout ce qui est de l'ordre du témoignage va dans le sens de nous faire acheter. C'est-à-dire qu'entre un produit qui a 1000 témoignages sur Internet avec 5 étoiles, contre un produit tout nouveau avec 0 témoignage, on ne sait pas ce que les gens en pensent, en fait on est obligé de faire un effort pour aller se dire ok, est-ce qu'il y a des chances que ce produit-là qui n'a pas de témoignage fonctionne mieux pour moi ? Et on est plus à même de se dire ok, ce produit-là qui est vachement bien noté, il y a des chances que ça marche pour moi aussi. Et en fait, finalement, c'est après avoir écumé toutes les choses que d'autres ont validées, qui finalement n'étaient pas bonnes pour nous, qu'on commence peut-être à s'intéresser à ce que d'autres aiment pas, aiment peu, et se rendre compte que nous, on aime bien.
Mais alors pour tomber sur ces choses-là, ça prend du temps et c'est plus rare. Tout ça pour dire quoi? Que c'est un biais psychologique, humain et cognitif que de donner de la valeur à ce que d'autres personnes apprécient aussi. Et c'est juste ça qu'il se passe ici. Lorsqu'une femme constate que vous êtes apprécié, elle vous trouve plus attirant. Bah oui, tout de suite, vous n'êtes plus juste un inconnu dont on ignore tout. Maintenant, elle a une validation que d'autres personnes vous apprécient. Donc, potentiellement, ça change son regard. Ça change son regard sur vous dans la bonne direction, puisque ça lui permet de se projeter aussi, de se dire ok, d'autres personnes apprécient, je peux me percevoir apprécier cette personne, etc. En fait, il se passe énormément de choses là-dedans. Enfin, dans cette phrase-là, il y a beaucoup de biais psychologiques humains. Donc, en fait, il y a beaucoup de vérité qui n'est pas expliquée exactement dans cette phrase, mais sur la psychologie humaine, effectivement, pour beaucoup de raisons, on risque naturellement, ça ne veut pas dire que ça va être un facteur suffisant, mais on risque naturellement d'avoir un a priori positif, en tout cas sur la personne. C'est pas qu'on est attiré, c'est que maintenant on a un a priori positif. Et un a priori positif, c'est vachement important parce que ça change potentiellement toute la suite du processus, toute la suite de la rencontre. Juste à partir d'un a priori positif, on peut se retrouver avec énormément d'interactions différentes. Donc oui, c'est très important, c'est très intéressant que d'être perçu comme entouré, comme socialement validé. Et après, la notoriété, c'est un autre... La notoriété, c'est un niveau juste plus intense de ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin de notoriété réellement pour en arriver là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une notoriété très très forte au sein d'une soirée, tout simplement. C'est-à-dire que si on est en mode je connais tout le monde de cette soirée, que tout le monde m'apprécie, et on est un peu le gourou du soir, on est un peu comme la personne qui a créé cette fête où on se trouve, bah là tout de suite on est perçu différemment et c'est très local. Et ça suffit en fait, il n'y a pas besoin d'une notoriété internationale. Enfin, ça change pas grand chose en fait, une notoriété internationale va juste permettre de rencontrer d'autres personnes à un autre niveau, mais ce niveau-là n'a rien de... ça change rien en soi sur la nature de la relation, sur la nature des émotions en face à face avec la personne. 5e élément, le look, le physique vestimentaire. Que vous le vouliez ou non, votre style vestimentaire est un indicateur de votre statut social. Si vous êtes habillé comme un clochard, vous serez considéré comme un clochard. Autrement dit, comme un mec tout en bas de l'échelle sociale. Et à l'inverse, si vous êtes habillé comme un homme d'affaires, vous serez considéré comme un homme d'affaires. Autrement dit, comme un homme qui occupe une position élevée dans l'échelle sociale. Alors je ne vous dis pas de vous habiller comme un homme d'affaires, mais simplement d'adopter un style vestimentaire solide et propre sur vous. Donc là, on peut voir tout de suite d'ailleurs qu'il y a deux valeurs importantes à Jacques. Pour Jacques, le fait d'être solide, d'avoir une apparence solide, pour lui c'est une valeur forte. Et en fait c'est faux, pareil là aussi, que de se dire un vrai mec, c'est un mec solide. Pourquoi ? Parce que on peut voir à quel point l'Asie nous montre d'autres types d'hommes ultra populaires. Le type d'homme populaire là-bas, c'est l'homme un peu efféminé des boys bands. Et plus ils sont beaux de manière féminine, et plus elles kiffent. Donc, le style solide, bah, c'est un autre problème. C'est une valeur personnelle de Jacques, et probablement pour les femmes qui lui plaisent à lui. Mais être solide n'est pas nécessairement
ce qui rend séduisant auprès des femmes qui nous plaisent à nous. Bon, après la propreté, là par contre on est sur un autre niveau. La propreté, on est quand même au niveau de l'hygiène, on est au niveau de la santé. Sachant qu'on a 3 drives très forts en tant qu'être humain. On a l'argent, puisque l'argent c'est une ressource qui va nous donner beaucoup de pouvoir d'action, surtout sur notre environnement. On a le sexe et la reproduction, et on a la santé, puisque on cherche à survivre. Et la propreté, pour moi, c'est en lien direct avec la santé. Donc tout ce qui va être de l'ordre de dégager de la santé physique, effectivement, va être plus attirant. Après, là aussi, pareil, c'est à nuancer, puisque, comme je le disais tout à l'heure, nos croyances, notre psychologie peut aller aussi à l'encontre de ce qui nous fait du bien. Sinon, pourquoi est-ce que certaines personnes fumeraient ? Ou le fait de boire même de l'alcool ne va pas forcément dans le sens de la santé. Donc, c'est totalement possible d'être attiré par des hommes malsains, sales, pour des raisons qui appartiennent à ces femmes-là. Alors, je dis pas d'être sale, loin de là. Je pense que la valeur de propreté, c'est quelque chose de sain à avoir pour soi-même, d'abord. Et justement, tout ce qui va être le look physique et vestimentaire, pour moi, le but, c'est surtout d'être aligné avec ce qu'on a envie de dégager. Au moins de faire cette réflexion de « Ok, comment est-ce que j'aime me voir ? C'est quoi un peu la meilleure version de moi ?» Et une fois qu'on a cette meilleure version de soi, telle qu'on aime s'habiller au jour d'aujourd'hui, on va rencontrer les personnes qui correspondent à ce style-là. C'est tout en fait. Il n'y a pas de notion du haut de l'échelle sociale, du bas de l'échelle sociale. C'est l'homme d'affaires, l'homme d'affaires en fait, qui ne sait pas qu'un homme d'affaires, une fois qu'il est chez lui, il s'habille en short ou en jogging lui aussi, quoi. Enfin, ou alors s'il ne le fait pas, il est un peu bloqué dans son schéma. Donc non, il n'y a pas que le statut, et c'est pas évident que ce soit vraiment ça qui se traduise par le style vestimentaire. Je pense que le style vestimentaire informe sur d'autres éléments plus que sur le statut. Mais par contre, c'est très très vrai que le style vestimentaire va communiquer énormément de valeurs. C'est-à-dire, quelles sont vos valeurs fortes va se refléter dans votre physique et dans votre style. Est-ce que c'est important pour vous d'être en bonne santé physique ? Est-ce que c'est important pour vous d'être propre ? Est-ce que c'est important pour vous d'être élégant ? Est-ce que c'est important pour vous d'avoir une tenue contrastée ? Tous ces éléments-là sont juste des éléments qui vont nourrir la première impression qu'on a de vous. Et le tout, c'est de se poser la question, ok, c'est quoi la première impression que je veux laisser à quelqu'un ? Et c'est en répondant à cette question-là qu'on répond, je pense, à une des questions les plus importantes de comment on veut faire ces rencontres. Une fois qu'on est aligné avec ce qu'on a envie de dégager, il y a beaucoup plus de chances qu'on rencontre des personnes qui nous apprécient pour qui on a envie d'être. Donc suite à ça, Jacques nous dit: vous devez aussi comprendre que votre style vestimentaire reflète votre personnalité, ce sur quoi je le rejoins manifestement. Quand les femmes voient un mec habillé comme un sac, elles ont tendance à avoir des a priori négatifs. C'est possible. C'est possible, tout comme c'est possible aussi, selon la manière dont c'est fait, que pour l'un, être habillé comme un sac, ça ressemble à quelque chose. Pour l'autre, être habillé comme un sac, ça ressemble à autre chose. Donc, être habillé comme un sac, il n'y a pas de définition derrière, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais la question, c'est est-ce que votre type de femme va considérer que votre manière de vous habiller est bonne, est saine, est plaisante, et surtout, est-ce que ça va lui susciter un a priori positif ou négatif ? Là, on en revient sur effectivement l'a priori positif et négatif.
Il faut juste se poser cette question-là, est-ce que mon type de femme aura un a priori positif sur la manière dont je m'habille là? Est-ce que moi je valide la manière dont je m'habille là, indépendamment de la validation féminine? Donc la notion de mec bien habillé, voilà, ça reste une notion à approfondir pour soi. Mais je suis d'accord quand même que, effectivement, quand une femme voit un mec bien habillé, donc à ses propres yeux, parce que là aussi, c'est subjectif, quand elle voit un mec bien habillé selon son propre référentiel, oui, elle va avoir un a priori positif, c'est évident. Donc bien s'habiller indique une intelligence sociale relativement élevée, là c'est pareil, c'est-à-dire que dans le référentiel de la personne qui regarde, si elle le trouve bien habillé, oui, elle va sans doute se dire qu'il y a une certaine intelligence sociale, parce qu'elle comprend en fait, elle comprend potentiellement le style vestimentaire et la pensée qui est associée, ou ce qui peut être cherché à être créé. Entraînez-vous, vous devez avant tout prendre un minimum soin de vous en faisant du sport et en vous entretenant. Là on revient sur la notion de santé, la santé physique. Juste cette notion où la santé c'est important pour tous, de toute façon à un niveau personnel, et ça on ne peut pas nier que c'est sain pour soi que de chercher à être en santé, et qu'on cherche effectivement un partenaire en santé si soi-même on est sain. Un homme au physique athlétique et sportif est plus attirant qu'un homme grassouillet qui se laisse aller. Pareil, on est sur des notions de valeur, mais certaines femmes vont aimer leur petit homme grassouillet pour des raisons qui leur appartiennent. Potentiellement parce que ça les met en sécurité pour d'autres raisons. Tout comme le fait que un homme grassouillet, c'est un homme qu'elle va pouvoir garder, qui va pas la challenger, où elle va pas avoir peur qu'il séduise d'autres femmes, etc. La question c'est, est-ce qu'on a envie d'être avec une femme qui nous perçoit comme ça et qui aime être avec nous parce qu'on se laisse aller, ou est-ce qu'on a envie d'aller de l'avant et d'être avec une femme qui va de l'avant? Et c'est ça la question à se poser. Faut-il être beau pour attirer les filles? Pour attirer une jolie fille, vous n'avez pas besoin d'être beau. Du moins pas au sens où on l'entend généralement. On confond souvent être beau et être attirant. Or, c'est être attirant qui est important. C'est l'attirance qui fait tout. Pourquoi a-t-on l'impression que les mecs beaux attirent les femmes plus facilement? Tout simplement parce qu'ils ont généralement une plus grande confiance en eux du fait qu'ils sont beaux. C'est la raison pour laquelle les mecs qui ne sont pas beaux, à proprement parler, pensent qu'ils ne peuvent pas séduire les belles femmes. Ils pensent qu'ils ne sont pas beaux et sont obstinés par cette pensée, ce qui a pour effet encore de diminuer leur confiance en eux, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. À l'inverse, les mecs beaux ont confiance parce qu'ils sont beaux. C'est un cercle vertueux. La confiance est la véritable beauté. Entre un mec beau qui n'a pas confiance en lui et un mec moche qui a une solide confiance en lui, il n'y a pas photo. C'est le mec moche qui a une solide confiance en lui qui attirera les femmes comme un aimant. Tandis que l'autre ne chopera rien. Ouais, en fait ça va dans le sens d'un mythe qui perdure depuis longtemps. C'est ce mythe effectivement de la confiance attirante. Une femme m'a dit une fois, pendant un date, c'est ce qui fait ton charme. Et ce que je lui avais dit pour qu'elle me réponde ça, c'est que je n'avais pas toujours confiance en moi. Je n'étais pas si confiant. Et je pense que le mythe de la confiance en soi est un risque réel. Ce risque, c'est que on croit qu'il faille toujours être à un niveau de confiance au top, être un peu gonflé à la confiance, un peu à la David Laroche,
en mode dans toutes mes vidéos je suis ultra confiant et en fait il n'y a aucune faille. Il n'y a aucune faille, mais en fait quand il n'y a pas de faille, il n'y a pas d'humanité non plus. Et je pense qu'au-delà de la confiance, je pense que c'est plus important que la confiance, en tout cas à mes yeux et pour les femmes qui me plaisent, au-delà de la confiance, c'est l'humanité. C'est cet homme-là est contrasté, cet homme-là est à la fois confiant, oui, mais humain aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le marketing, dans l'univers du marketing, ce besoin qu'on a de s'identifier à l'autre. Et un mec ultra confiant, en fait, ça va attirer un certain type de femme, encore une fois, qui soit va être ultra confiante elle-même et se retrouver là-dedans, soit être un peu l'inverse complémentaire de ça, en mode j'ai besoin de ce mec ultra confiant, mais du coup risque d'avoir beaucoup de problèmes par ailleurs. Donc pour moi, le truc le plus équilibré, c'est quelque chose... le truc le plus équilibré, c'est quelque chose où, oui, je suis confiant, mais j'assume aussi ma part d'humanité, mes failles, mon imperfection. Parce que à chercher à être toujours plus confiant, plus beau, plus attirant, plus quelque chose, en fait, c'est chercher toujours plus de perfection. Et assumer sa banalité, assumer son imperfection, est beaucoup plus attirant, en fait, je pense que c'est plus attirant d'assumer ses imperfections et ses zones de manque de confiance, où on considère que même quand je manque de confiance en moi, je mérite d'être aimé par toi, ô belle femme. Je pense que ça, c'est beaucoup plus séduisant. Parce que ça démontre de la capacité d'amour d'un homme, d'amour de soi, et donc d'amour de l'autre. Et comme en tant qu'être humain, ce qu'on veut surtout, c'est être important, être aimé, en fait, c'est beaucoup plus intéressant de démontrer de l'amour qu'on va pouvoir porter à la personne. Mais là aussi, encore une fois, ça va dépendre des femmes qu'on aime et de leurs besoins. Et certaines femmes n'ont pas besoin d'être aimées de cette manière, ou vont le nier, ou vont le refuser. Certaines femmes n'ont pas envie de s'ouvrir, ne sont pas prêtes à ça. Et c'est ça la question qu'on doit se poser, c'est qui on veut dans sa vie, et où est-ce qu'elle en est, par rapport à là où on en est aujourd'hui. Et de toute manière, là où on en est aujourd'hui va forcément, c'est-à-dire que ce qu'on croit aujourd'hui, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, va forcément impacter qui on veut dans notre vie. On va difficilement se dire je veux telle ou telle personne si ça ne correspond pas à là où on en est. Tout cela étant dit, la confiance est la véritable beauté. Je reviens sur l'article. Pourquoi est-ce que ce mythe de la confiance comme ingrédient numéro 1 de l'attirance est autant mis en avant? Bonne question. Pourquoi dit-on toujours que la confiance est la véritable beauté? Pourquoi est-ce qu'on pousse les hommes à toujours être plus confiants? Je pense que ça vient du fait que de la confiance, c'est-à-dire que de cet état de confiance, de sérénité, de paix, de cet état de confiance en soi, naît beaucoup plus d'éléments positifs dans notre vie. C'est-à-dire qu'on crée une plus belle vie lorsqu'on est dans la confiance en soi, et dans l'amour, et dans la gratitude, que lorsqu'on est dans la peur, dans la colère, ce genre de choses. Et s'il y a une vérité, du coup, dans le fait que la confiance est la véritable beauté, je pense que c'est ça, c'est ce côté où intuitivement, inconsciemment, on sait que la confiance nous amène vers plus de vie, en fait. De la même manière que si on fait de l'escalade, par exemple,
on peut se rendre compte à quel point de temps en temps c'est juste la confiance qu'il nous manque pour aller saisir la prochaine prise. Et c'est ça ce que la confiance change en fait. C'est-à-dire que optimiser sa confiance en soi, agrandir sa confiance en soi, ça permet d'aller des étapes plus loin, ça permet de percevoir des chemins qu'on ne verrait pas si on n'avait pas confiance en soi. Et même si c'était un mauvais chemin, très, chaotique, boueux, difficile, avec confiance en soi, on va aller à travers ce chemin difficile différemment. Et c'est en ça que la confiance est intéressante et attirante, que ce soit pour soi ou pour l'autre. Donc oui, on ne prend pas grand risque, malgré tout, à dire que la confiance est la véritable beauté. Et beaucoup de femmes vont effectivement chercher au-delà de l'apparence, si dans l'énergie, je crois qu'il y revient de toute manière dans l'article après, dans l'énergie, s'il y a cette confiance qui est plus intéressante que l'aspect primaire superficiel, puisque cette confiance-là, c'est de l'émotion, et qui dit émotion dit que l'autre va ressentir cette émotion, donc il y a plus de vie entre nous, alors que la beauté purement physique ne va pas toujours susciter les mêmes émotions. Alors, numéro 6, la situation financière. Avoir une bonne situation financière permet d'attirer les femmes plus facilement. Mais ce n'est pas un critère déterminant, sauf pour les femmes les plus vénales. En fait, la plupart du temps, ce n'est pas l'argent en tant que tel qui va attirer, mais vos capacités et votre état d'esprit. Généralement, un mec qui est parvenu à avoir une situation financière solide est un mec qui dispose de certaines qualités attirantes. Et c'est justement ces qualités que les femmes trouvent attirantes. L'argent, tout comme les femmes, est simplement une des conséquences d'un état d'esprit attirant. Je trouve que c'est assez juste. Là, pour le coup, c'est le truc le plus juste que je lis dans l'article jusqu'à maintenant. En dehors de ce côté état d'esprit de mal alpha, ouais, c'est assez juste en fait. C'est très vrai que l'argent va surtout être la conséquence, le résultat de capacités séduisantes. C'est quand même assez rare d'avoir beaucoup d'argent et disons de l'avoir hérité. Donc, effectivement, on a quand même beaucoup d'exemples de gens qui ont hérité leur argent et qui n'ont pas vraiment fait d'efforts pour arriver à ça, mais la plupart du temps, l'argent est le résultat d'une part d'une contribution à la société. Donc on a de l'argent parce qu'on est impliqué dans la société, donc on tape directement aussi dans tout ce qui est de l'ordre de la perception sociale, de la validation sociale. Donc c'est comme si l'argent était une validation sociale en tant que telle, et donc un témoignage. Et donc on revient sur les notions que j'ai abordées tout à l'heure. L'argent, c'est aussi le résultat d'un effort, d'un travail, d'une discipline. Et donc c'est le résultat du temps qui passe et du temps qui a été bien passé, bien capitalisé. C'est-à-dire que c'est le dénominateur d'une certaine forme d'intelligence, de près ou de loin. Pour avoir réussi à générer cet argent, il y avait forcément une intelligence et une constance, une routine, un rituel. Et ça, effectivement, c'est séduisant. Pourquoi ? Pourquoi c'est séduisant par contre ? Je pense que c'est séduisant dans le sens où il y a ce côté où les efforts ont été surmontés. Il y a des efforts qui ont été surmontés. C'est le fait de surmonter la difficulté qui est séduisant. Parce que la vie va toujours mettre des obstacles. Et on a envie de s'entourer a priori de personnes
qui vont savoir monter les obstacles avec nous, plutôt que de personnes qu'on va devoir tracter. Et là, on revient sur cette notion d'énergie, où en tant qu'être humain, on n'a pas envie de perdre d'énergie. Et oui, de temps en temps, on a envie de s'entraider, on a envie d'aider quelqu'un à monter la colline avec nous, etc. Mais on a envie de s'entraider et d'être à peu près au même niveau. Plus que d'être en train de tracter une personne qui devient plus un boulet, et personne n'a envie d'être le boulet, personne n'a envie de tracter le boulet non plus. Et je pense que c'est ça qu'il y a dans l'argent qui est attirant. Numéro 7. L'intelligence sociale. Un homme intelligent socialement est un homme qui comprend les mécanismes qui régissent les interactions sociales. Alors je pense que il n'y a pas tant d'hommes que ça qui comprennent les mécanismes qui régissent les interactions sociales ou même d'êtres humains tout court. On peut comprendre ou avoir des idées de ce qu'il se passe en filigrane, mais finalement le plus haut niveau d'intelligence sociale qu'on puisse avoir, c'est de comprendre que c'est très compliqué et que le moins on interprète les autres et plus on communique, et mieux c'est. Sinon, on est juste en train de confirmer des croyances qui sont vraies ou fausses, sans se confronter à la réalité de l'autre. Et voilà, enfin, bon bref. Donc ça, c'est ma perception de l'intelligence sociale. Donc un homme intelligent socialement, c'est un homme qui sait comment interagir avec les femmes pour leur faire comprendre qu'ils font partie de la même équipe, et ainsi créer un sentiment de complicité. Ok, l'intelligence sociale est attirante dans la mesure où c'est une qualité qui permet de gravir les échelons, donc de grimper dans l'échelle sociale, et ça, les femmes le savent. Donc faites en sorte de développer votre compréhension des mécaniques sociales. Aïe aïe aïe, ça va vite, hein. Il y a beaucoup d'éléments là encore. Beaucoup d'éléments à discuter. Donc, en gros, lui, il définit l'intelligence sociale telle que le fait de savoir comment interagir avec les femmes pour leur faire comprendre qu'on fait partie de la même équipe et ainsi créer un sentiment de complicité. Donc, il est en train de surtout dire que l'intelligence sociale sert à créer un sentiment de complicité. Donc il est en train de dire qu'une valeur forte pour lui dans ses interactions, dans ses relations avec les femmes, c'est un sentiment de complicité. Là aussi, qui appartient à chacun de vouloir vivre ou non. Il y a des gens qui aiment être en couple sans sentiment de complicité. Ou pour qui c'est un élément moindre. C'est vrai que pour moi, c'est très important aussi. Mais est-ce que c'est en lien avec l'intelligence sociale ? Est-ce que c'est le but de l'intelligence sociale ? Est-ce que l'intelligence sociale permet vraiment de gravir les échelons ? En fait, je suis pas convaincu parce que pour avoir gravi certains échelons, je peux dire que finalement, il n'y a pas tant d'échelons à gravir que ça. En fait, on arrive vite un peu au sommet de ce que l'intelligence sociale peut nous permettre de faire. Et après, c'est surtout beaucoup d'efforts en continu, quoi. Et l'intelligence sociale est moins forte. L'intelligence sociale a moins d'impact que les efforts continus, en fait. Donc là, il nous remet avec, et ça, les femmes le savent, il nous redit que les femmes sont attirées par un statut social supérieur et qui peut les tracter, etc., vers le haut. Voilà, ça je ne sais pas, franchement. Enfin, moi j'ai rencontré des femmes qui sont très bien dans leur statut social actuel, voilà, qui ont un rapport à la vie qui leur convient aujourd'hui et qui ne sont pas dans une sorte de course au statut. Et je trouve que c'est très sain en fait. Donc, et c'est le genre de femme qui va plus me plaire. Par contre, qu'un être humain à qui on offre une opportunité de statut social supérieur le prenne, du moins les premières fois quand il n'a jamais vécu ça, oui, ok.
Mais une femme de valeur, potentiellement, aura déjà gravi des échelons comme ça, aura déjà compris que le statut social ne change pas grand-chose, que la vie continue derrière, et que ce n'est pas ça l'important. Donc c'est quoi l'intelligence sociale ? Pour moi, l'intelligence sociale, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus vaste que ça, en fait. Pour moi, l'intelligence sociale, c'est l'art de tirer le meilleur de certaines situations avec les autres. L'intelligence sociale, c'est retourner une situation conflictuelle en complicité. L'intelligence sociale, c'est créer de la magie avec les autres, en fait. C'est tirer le meilleur des autres, c'est leur faire ressortir le meilleur en eux pour fédérer une équipe, pour fédérer un beau moment, pour élever l'énergie émotionnelle du date. C'est ça l'intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est aller dans un bar et ressortir avec quelqu'un, ou en s'étant fait plusieurs amis, toute proportion gardée, quoi. L'intelligence sociale, c'est dire les bons mots au bon moment. L'intelligence sociale, c'est savoir écouter quand il faut écouter, c'est savoir rassurer quand il faut rassurer. Au fond, l'intelligence sociale, c'est être à l'écoute de l'environnement, de l'autre, et savoir y répondre de manière appropriée, parce qu'il y a cette expérience passée, il y a cette volonté de créer le meilleur, de créer du gagnant-gagnant avec les autres, et d'avoir des idées de comment le faire, d'avoir une certaine créativité nourrie par la pratique et l'inspiration des autres pour créer du plus là où c'est mal parti. Donc si on reprend cette métaphore d'une randonnée dans un chemin caillouteux, chaotique, boueux, sinueux, enfin tout, l'intelligence sociale, ce serait de réussir à créer un bon moment là-dedans. Et créer un bon moment là-dedans, c'est en percevant ce que l'expérience a d'intéressante. C'est mettre le regard au bon endroit. Donc l'intelligence sociale, pour moi, c'est ça. Et donc, là où c'est intéressant, c'est pas forcément gravir les échelons, pour moi. Là où c'est intéressant, c'est que ça crée plus d'intensité dans le moment présent. Ça crée plus d'émotion, en fait. Et c'est tout. Il n'y a même pas besoin de voir au-delà, parce que grimper dans l'échelle sociale, c'est une notion très mentale. Alors que grimper dans l'échelle sociale, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant de l'intelligence sociale, c'est que ça crée de l'émotion, tout simplement. Voyons voir maintenant le caractère énergétique. Le facteur énergétique, le facteur le plus puissant pour attirer une femme. Donc dans l'énergie, il va y avoir l'émotion. Il va y avoir cette sorte de vibration qui est difficile à nommer, qui est un peu ce mix inconscient d'éléments intellectuels, physiques et non-verbaux, de la voix, du regard, du tempo aussi, un peu du rythme qu'il y a dans l'échange. Ça va être ce mouvement un peu de va-et-vient entre elle et nous qui fait que ça crée une énergie, ça crée une vibration. C'est un peu comme dans une danse où quand c'est fluide avec le partenaire, il y a une osmose qui se crée, il y a une énergie qui se dégage. Et c'est une énergie, voilà, parce qu'effectivement, l'un avec l'autre, il n'y a pas de friction. Donc on va plus loin ensemble.
n'y a pas de friction, c'est voilà, comme si on regardait les roues d'un TGV et qu'on enlevait tous les frottements et qu'en fait le train se mettait à léviter et allait très très vite. Donc c'est le cas par exemple des trains à énergie magnétique où le maximum de friction est enlevé et donc le maximum de vitesse est créé aussi. C'est la même idée. Donc on va voir que le facteur énergétique, il est un peu directement en lien avec ce que je viens de dire sur l'intelligence sociale. C'est pourquoi l'intelligence sociale est intéressante, parce que il impacte directement le facteur énergétique. Donc ce que Jacques nous dit, le niveau d'attirance le plus primaire, il correspond à l'énergie masculine qu'on dégage. Bon, là on est sur des notions un peu plus flou. C'est le niveau d'attirance le plus profond et donc le plus déterminant. C'est une attirance magnétique qui ne se contrôle pas. Les hommes qui dégagent une puissante énergie masculine attirent les femmes de manière magnétique comme un aimant. D'où l'importance de savoir comment faire ressentir cette masculinité aux femmes avec lesquelles vous interagissez. Et c'est justement ce que nous allons voir ici. Bon. Oui, il y a une attirance qui ne se contrôle pas, ça c'est sûr. Après, alors le fait qu'on va attirer les femmes de manière magnétique comme un aimant, n'exagérons pas. C'est totalement faux. Il y a tellement de femmes qui ne sont pas attirées par des hommes magnétiques pour d'autres, quoi. Et c'est normal. C'est justement, il y a une polarité dans la notion d'aimant. On ne peut pas attirer tout, en fait. Donc il y a des pôles qui s'opposent, et c'est ce qui se passe en fait. On va revenir là-dessus. Donc l'état d'esprit. Un état d'esprit masculin et solide est ultra attirant. Faites en sorte de développer votre confiance en vous, de vous discipliner et d'avoir un idéal vers lequel avancer. Fixez-vous des défis, soyez ambitieux, soyez combatifs. Il n'y a pas grand-chose dans ce paragraphe. C'est vraiment très très light, on ne sait pas ce que c'est un état d'esprit. On reparle de confiance en soi alors qu'on en parlait là sur le look. On parle de défi, d'être ambitieux, d'être combatif, tout ça dans l'état d'esprit. Que l'état d'esprit c'est ce qui va développer la masculinité, mais en gros là il est en train de nous expliquer que la masculinité il dépend de l'état d'esprit, mais en gros il conclut sur le fait que développer l'état d'esprit c'est ce qui va créer la masculinité, mais il vient de le dire en fait, donc il donne toujours rien de concret. Et alors là il reparle de solidité, donc on a déjà dit que c'était pas forcément si intéressant, si important. Je suis perdu. Je ne sais pas quoi dire sur ça. Je suis vraiment très confus sur... Il y a tellement de choses qui ne sont pas dites. Je suis en train de me demander comment ajouter de la valeur là-dessus. Qu'est-ce que... L'état d'esprit, en fait, j'en ai déjà parlé. J'en ai parlé sur l'intelligence sociale. Puisque ce que je disais dans l'intelligence sociale, c'était cette capacité à montrer une voie gagnant-gagnant. C'est-à-dire une voie gagnant-gagnante. C'est-à-dire que viens, toi et moi, on va aller dans cette direction. Et tu vas voir, c'est un beau chemin, on va kiffer. Ça, c'est une forme de leadership. C'est une forme d'intelligence sociale. C'est une forme d'intelligence de l'environnement. Et c'est un bel état d'esprit. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui perçoit la valeur des choses. Et un état d'esprit qui perçoit la valeur des choses, c'est un état d'esprit qui réussit à montrer à l'autre
la valeur des choses. Et je pense que la séduction, c'est ça en fait. La séduction, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on se dit séduit par une personne, par une activité, par quelque chose? C'est que toutes nos résistances sont levées. Je n'ai plus de mais à dire. Je n'ai plus de... Par exemple, j'aime beaucoup l'escalade, je suis séduit par la pratique de l'escalade, et je n'ai pas de résistance, d'obstacle par rapport au fait que ça me plaît. Il y a peut-être des mais c'est des contraintes que j'aime aussi. Et je pense que c'est ça la séduction, c'est-à-dire c'est d'arriver à faire percevoir la valeur de quelque chose de telle manière à ce que, en fait, toute la contrainte, tous les obstacles qui semblent associés avec ça sont levés ou sont acceptables par rapport au plaisir qu'on va en tirer. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'état d'esprit. Et tout ce qui est de l'ordre du défi, de l'ambition, de la combativité, oui, c'est intéressant, malgré tout. Par exemple, je pense au fait que une étude a montré que les sports les plus séduisants aux yeux des femmes pour un homme, ce sont les sports extrêmes et des sports comme l'escalade. Donc les sports qui demandent de confronter la peur, on va dire. Et on en revient sur ce côté où il y a quelque chose de séduisant dans le fait de surmonter des obstacles, surmonter la difficulté, aller de l'avant, montrer le chemin. Et voilà, et donc tout ça, ça se recoupe sur la notion aussi de montrer la valeur des choses, de lever les résistances qu'on a pour se dire séduit, etc., etc. Donc en fait, un état d'esprit enivrant, c'est cet état d'esprit où il n'y a pas de place pour la flemme, pour le pessimisme, pour la lamentation, etc. Donc c'est un peu la fin de la vie, quoi. C'est cet état d'esprit qui a faim de la vie. C'est ce côté où la nourriture c'est bon, quoi. Le sexe c'est bon. Les femmes sont belles. Le rapport homme-femme c'est plaisant. C'est tout ce qui va mettre des mots séduisants sur ce qui nous entoure, en fait. Et la raison pour laquelle c'est séduisant, on revient sur cette notion d'énergie mentale que l'être humain a besoin de libérer, c'est que quand quelqu'un nous explique pourquoi quelque chose est bon, pourquoi quelque chose est sain, pourquoi quelque chose est inspirant, etc., on n'a pas besoin de faire l'effort de comprendre. Et du coup, on en a envie. C'est pas compliqué, c'est accessible, c'est simple. Et donc je pense que dans ce qui est attirant, dans un état d'esprit, en comprenant justement cette psychologie humaine qui a besoin c'est-à-dire qui a besoin de simplicité, qui a besoin que l'énergie mentale soit faible pour appréhender les choses, ou en tout cas faible d'abord pour commencer à s'intéresser à un sujet. Je pense qu'un état d'esprit séduisant, c'est d'abord un état d'esprit simple. Simple, mais pas bête. Et c'est là que tout l'équilibre est à trouver. Mais je pense que la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus séduisant dans l'état d'esprit. Ce qu'on peut chercher de plus sympa à trouver. Ok, numéro 9. La communication non verbale. Les mots que vous utilisez n'ont que peu d'impact sur ce que vous faites ressentir à une femme. Alors ça, en fait c'est faux, mais puissance 1000. Mais ce qui est marrant, c'est que
pour le comprendre, j'ai été obligé de passer par la case entrepreneuriat, la case marketing, la case copywriting. Et le copywriting, c'est quoi? C'est l'art d'utiliser les bons mots pour, on va dire, séduire le client. C'est l'art d'utiliser les bons mots justement pour capter l'attention de la personne, la retenir, attiser la curiosité, la garder, captiver. Et donc, en fait, dire que les mots ont peu d'impact sur ce qu'on fait ressentir, c'est quand même ne pas comprendre que nos émotions et notre mental sont en lien direct. C'est-à-dire que certains mots suscitent chez nous des émotions instantanément et d'autres n'en suscitent pas du tout. Donc, dire que les mots n'ont que peu d'impact sur ce qu'on fait ressentir à une femme, en fait, je pense que c'est oublier 50% de ce qu'il y a de plus important dans la séduction. Tout simplement. Il faut savoir que, à titre d'exemple, le titre d'un article, par exemple, va soit attirer beaucoup, soit attirer rien du tout. Et la seule différence, c'est quoi? C'est les mots dans le titre. Donc rien que cet exemple-là, voilà, on peut citer des exemples comme Stan Leloup sur Marketing Mania, qui nous explique que le sujet d'un email peut avoir 4 fois plus de clics si les bons mots sont choisis. Les bons mots, ça veut dire quoi? Les bons mots, c'est les bons mots par rapport à la personne à qui on parle. Les bons mots, ce ne sont jamais les bons mots d'un point de vue objectif, transcendantal. Les bons mots, c'est toujours directement relatif à la personne à qui on parle. Donc je reviens encore sur cette notion de type de femme ou d'audience, en tout cas de femme qu'on veut dans sa vie, et de comprendre c'est quoi les mots chez elle qui sont importants, c'est quoi qui a de la valeur pour elle. Parce que chaque fois que je vais évoquer de la valeur, que je vais lui partager quelque chose qui l'inspire, que je vais utiliser des façons de formuler les choses qui excitent l'esprit, plutôt que de parler d'une manière inintéressante, avec des mots qui ne sont pas les siens, des mots trop compliqués, qui justement vont fatiguer le mental. Et là, c'est pareil, il va y avoir des personnes qui aiment avoir cette fatigue mentale un peu parce qu'ils en ont l'habitude. Toutes les personnes qui ont fait des études très poussées, à qui on a appris que l'éducation c'était très important et que de parler avec un niveau soutenu par exemple c'était important, ce sont des personnes qui sont habituées à faire ces efforts-là, mais pour autant ça ne veut pas dire que leur mental va être fermé à une façon de communiquer légèrement plus simple. Tout ça pour dire, oui, la communication non verbale c'est importante, mais non, les mots qu'on utilise ont un impact très très fort. D'après une étude désormais célèbre, 93% de la communication serait non verbale. J'ai un énorme doute sur le fait que cette étude soit vraie. Et ce qui est dommage, c'est qu'il ne cite pas l'étude. Donc, j'ai cherché étude 93% de communication non verbale. Et les premiers résultats qu'on trouve, c'est légende urbaine, et si c'était faux, le mythe. Très intéressant, parce que du coup, on est quand même sur un article de séduction efficace qui ne date pas de si longtemps. Évidemment, on n'aura pas la date. Bon, voilà, typiquement le genre d'article qui est... c'est vraiment pénible ce genre d'article, parce qu'on ne sait pas... c'est dit comme si c'était intemporel, mais en fait, c'est pas trop de quand ça date, mais ça date sans doute d'il y a moins de 3 ans. Donc bref, d'après une étude désormais célèbre, donc on est sur le mythe, qui n'est pas prouvé. Et donc, as-tu déjà essayé de mimer?
Si 55% de la communication passe par les gestes, alors le mime devrait être un moyen relativement efficace de communication. Le Time's Up deviendrait immédiatement un jeu très ennuyant. On peut mimer les choses concrètes, mais les concepts, essaye de mimer le mot démocratie à quelqu'un. L'humanité n'aurait jamais inventé le langage. Nous ne saurions jamais donner la peine d'inventer le langage si les mots ajoutaient seulement 7,5% à la compréhension. Si tu as déjà essayé de communiquer comme ça, tu sais que c'est très peu efficace. Je me suis retrouvé une fois en Pologne à essayer de dire « je veux acheter un sèche-cheveux ». Je peux t'assurer que, que faire le bruit et le geste n'a pas fonctionné rapidement. Il m'a fallu 2 minutes pour qu'on se comprenne, alors que la phrase tient en 15 secondes. La radio ne fonctionnerait pas. D'où vient cette légende alors ? Alors, un jour, le professeur Albert Mehrabian a fait une étude. Dans la seconde étude, les sujettes ont dû écouter une voix, féminine bien sûr, dire le mot « peut-être », avec 3 intonations différentes, qui véhiculaient de l'attraction, de la neutralité ou du dégoût. Ok. Effectivement, le mot, ou certains mots, ou beaucoup de mots, avec des intonations différentes, vont véhiculer une sensation, une émotion différente. On montrait ensuite aux sujets des photos de visage féminins exprimant les 3 mêmes émotions. Et on leur demandait de deviner l'émotion dans la voix, dans la photo et dans la combinaison des deux. C'est tout. Cette étude, c'était donc pour voir ce qui l'emportait quand on disait peut-être, avec une intonation de dégoût et une tête enjouée. Mais ça on le sait tous, si je dis c'est bien, avec une tête triste, mon interlocuteur va prendre en compte ma tête avant mes mots. Il s'agit donc d'une étude qui se limite uniquement aux situations où on exprime une émotion. On ne peut pas l'extrapoler à autre chose. D'ailleurs, le professeur Mehrabian le dit lui-même, « Je suis évidemment mal à l'aise du fait que mon travail soit mal cité. Dès le début, j'ai tenté d'expliquer aux gens les limites de mes découvertes. Malheureusement, nombreux sont les praticiens parmi les consultants images corporate et autres consultants en leadership qui ont une très faible expertise psychologique. » Ah là 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 là. Donc c'est très intéressant. Effectivement, il y a beaucoup de limites par rapport à ça. C'est intéressant quand même de voir que dans notre expression, d'après son étude, l'expression faciale qu'on utilise quand on parle impacte à 55% la perception de l'autre. 38% c'est la voix qu'on utilise, l'intonation, et 7% le mot qu'on utilise vraiment. Ok, ça a vraiment du sens en fait. Ça a vraiment du sens et au final on comprend mieux ce que ça veut dire. Ok, donc on comprend mieux maintenant pourquoi 93% de la communication serait non-verbale. Ça vient juste du fait que quand on exprime un mot, mais du coup une émotion, ou en tout cas qu'on est dans le langage émotionnel et non pas conceptuel, ce qui va prédominer comme valeur perçue, c'est-à-dire l'émotion qu'on va comprendre par ce qui est exprimé, va se faire à 93% par le non-verbal, et précisément 55% d'abord l'expression du visage. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dire n'importe quoi avec un sourire marche beaucoup mieux, parce que ça génère une émotion positive et de confiance de base. C'est-à-dire que quoi que ce soit dit avec un sourire et confiance va impacter la perception qu'a de l'autre de ce qu'on dit. Et à hauteur de 38%, c'est la voix qu'on utilise. C'est-à-dire que là aussi, en fait, la voix, on peut la moduler, on peut avoir des intonations différentes.
Et en fait, c'est très difficile la voix, au fond, à maîtriser, là aussi. De manière amusante, on peut se rendre compte aussi que tout ce qui est expression faciale et voix, c'est le travail des acteurs, hein, principalement, que de réussir à induire de l'émotion, et une émotion précise, dans leur corps, dans leur visage, et dans leur voix. Et donc, d'ailleurs, par rapport à ça, il y a des techniques pour les acteurs, pour réussir à mettre la bonne émotion dans leur visage et dans leur voix. Mais à notre niveau, à nous, dans notre rapport aux femmes, il n'y a pas vraiment besoin de ça. C'est-à-dire que si on veut susciter la bonne émotion à l'autre, par la communication non verbale, ce qui va être important, c'est de savoir ce qu'on veut faire ressentir à l'autre. Si on veut faire ressentir du désir à l'autre, le meilleur moyen, c'est de se connecter à ce qu'on ressent pour elle qui est vrai, c'est déjà là, et de l'assumer. C'est-à-dire que si on est attiré par la personne et qu'on l'assume, c'est naturel, en fait, de se mettre à le jouer. Il n'y a pas besoin d'être un acteur. Il n'y a pas besoin d'inventer un scénario dans sa tête, d'imaginer une situation autre où là où on serait attiré par la personne pour agir ce désir. Autant être avec quelqu'un qui suscite vraiment du désir et se laisser surprendre en l'assumant par ce que notre corps dégage, par ce que nos yeux dégagent, par ce que notre ton de voix dégage. Voilà. Donc là j'ai fait un peu l'exercice là à l'instant de parler comme si j'étais attiré par cette caméra. C'est assez naturel en fait. Il n'y a pas à le jouer, il y a juste à l'assumer. Donc que nous dit Jacques Jacques le solide. Chevalier de la table ronde, Jacques le solide. Le non-verbal, c'est tout ce qui est au-delà de la parole, ce sont vos gestes, nanani nanana, tous ces petits trucs-là. C'est déterminant, bon voilà. Ce que vous dites représente seulement 7% du message émotionnel que vous faites ressentir à votre interlocutrice. Donc ce que j'aime bien, c'est que sur cette phrase, il est assez juste par rapport à ce qu'on a lu sur les autres articles, où effectivement c'est le message émotionnel et non pas conceptuel qui est transmis à l'interlocutrice. La fille avec laquelle vous interagissez va plutôt retenir votre langage corporel, le ton de votre voix, votre sourire, votre regard. En réalité, c'est faux. Elle ne va pas retenir ça. Ce qu'elle va retenir, c'est ce qu'elle a ressenti avec vous, qui est la conséquence de tout ça. Ce sont ces éléments qui sont les plus importants pour attirer une fille. Et bah oui, c'est vrai que si ce qu'elle ressent, c'est de l'attirance en votre présence, grâce à ces regards, grâce à ce ton, grâce à cette présence qui assume du désir, c'est presque, on pourrait dire que l'empathie de la femme va lui faire ressentir le désir que vous avez pour elle. Et ça, c'est un peu la magie peut-être de la séduction, c'est-à-dire que si on assume son désir, presque par empathie, l'autre va le ressentir aussi pour soi. Il y a aussi d'autres biais psychologiques comme comment il s'appelle déjà ? Le biais de réciprocité, qui fait qu'on a envie de donner à l'autre ce qu'on a reçu, ou en tout cas on a envie de donner à l'autre quand on a reçu. Et donc quand on donne à l'autre son désir plein et assumé, de la bonne manière, donc il faudra voir dans une autre vidéo comment, il y a de fortes chances en fait que ça génère quelque chose chez l'autre, du moins de plus contrasté que encéphalogramme plat de juste un homme intelligent et rationnel qui parle de sujets de points communs. En bref, ce qui importe, ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites. Effectivement, vraiment dans le contexte précis des femmes, ça a du sens de dire que la manière dont on dit les choses suscite plus d'émotion, donc plus d'attraction.
Donc le test de solidité, c'est vraiment un truc totalement basique, qui n'apporte pas grand chose et qui est juste là pour dire tu n'es pas assez solide mon gars. Et on est dans les croyances de Jacques le Solide, comme quoi c'est l'élément le plus déterminant. On y croit, on n'y croit pas, peu importe. Dans une situation donnée, quand j'attire une fille, c'est parce que j'ai réussi à dire mes mots avec la bonne attitude non verbale. Je pense que c'est d'autant plus fort si on utilise les bons mots avec la bonne attitude non verbale. Qu'on dit des choses pertinentes, justes, sensées, avec la bonne attitude non verbale. Je peux vous garantir qu'avec exactement les mêmes mots et les mêmes phrases, dites d'une manière pas attirante, la fille sera bien moins attirée. Oui, ok. Concrètement, adopter une posture détendue, adopter un langage corporel de mâle dominant. Détendu, oui. Détendu, c'est simple. Détendu, la détente, c'est synonyme de compétence, de maîtrise. C'est tellement naturel que de regarder quelqu'un faire du sport et de se dire waouh, il le fait de manière tellement simple, ça a l'air facile. Parfois, c'est tellement simple qu'on n'en comprend pas la difficulté d'ailleurs. Et c'est un peu ça qu'on a envie de ressentir quand on regarde quelqu'un. Ou quand on est avec quelqu'un, on a envie de sentir la simplicité d'être avec la personne. Encore une fois, parce que au niveau neuroscientifique, on est amené à limiter le coût en énergie. On n'a pas envie d'être dans une relation, à moins d'être addict à la difficulté, et ça peut arriver, on n'a pas envie d'être dans une relation qui nous coûte de l'énergie, donc on cherche la simplicité. Il suffit de regarder des gens grimper à l'escalade sur les voies pour se rendre compte qu'il y en a qui grimpent les mêmes voies avec simplicité, élégance et lenteur, mais une lenteur maîtrisée. Et c'est lent, mais c'est fait de manière tellement précise qu'on sait que c'est maîtrisé, que c'est simple, que c'est détendu. Et ça se ressent dans tout le corps, c'est pas crispé, il n'y a pas de... la personne est fluide. Et on aime la fluidité, on aime l'harmonie, c'est pas... Globalement, on aime ce qui est harmonieux. Donc une posture détendue, ça communique que c'est simple pour nous d'être en relation avec l'autre. S'il y a de l'enjeu à être avec l'autre, si c'est difficile d'être avec cette personne parce qu'elle nous intimide, parce qu'elle est trop belle pour nous, parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on a peur de je ne sais quoi, ça va se sentir, oui. Et une posture détendue, c'est la première étape vers justement la maîtrise. C'est comment est-ce qu'on, à partir d'un certain niveau, comment est-ce qu'on a plus de maîtrise? C'est en se disant, ok, je vais faire les mêmes mouvements, mais avec plus de détente. Et c'est exactement ça qu'il faut chercher avec les femmes, c'est-à-dire chercher à être en relation avec elles, mais toujours de manière plus détendue. Et ça, c'est peut-être une des pistes de progression les plus mesurables au niveau intérieur et les plus efficaces. Le langage corporel de mâle dominant, en fait, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas si c'est utile, nécessaire. Et je pense qu'une posture détendue, à partir d'une posture détendue et d'un désir assumé, en fait, on va avoir déjà les bons comportements. On n'a pas besoin de chercher à jouer un rôle de mâle dominant. C'est pas utile en fait. On va potentiellement avoir une inclinaison naturelle en tant qu'homme à se montrer dominant avec une personne avec qui on a envie de se montrer dominant ou qui nous évoque ça. Et on n'a peut-être pas besoin de chercher à le créer avec tout le monde et juste écouter et assumer et désinhiber ces parts de soi qui veulent être dominants de temps en temps. Donc c'est peut-être ça la question, c'est est-ce que on se permet en tant qu'homme de désinhiber ces zones-là
Et peut-être juste ça change tout, sans avoir besoin de chercher à être un mâle dominant, quoi. Donc après, faites des mouvements amples et fluides. Évitez les gestes saccadés, ça va dans la même direction. Faites en sorte d'être non réactif. Ça va dans cette direction de détente, en fait. Quelqu'un de détendu, oui. Il n'est pas en stress, dans l'urgence, en train de faire des mouvements réactionnels. Mais ça peut arriver aussi que quelqu'un a un très haut niveau de maîtrise. Ça peut arriver que quelqu'un a un très haut niveau de maîtrise se retrouve dans des situations où il est en mode réaction, et là il apprend. Bref. Réagir en pleine conscience, méditer, soyez calme et serein. Oui, bon, ça, de manière globale, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que être calme et serein, en général, apporte plus de valeur à tout le monde. Numéro 10, il nous en reste 2. Donc le désir assumé, je vais tout de suite passer au numéro 11. J'en ai déjà parlé et j'ai déjà dit pourquoi je pense que ça peut être super intéressant, notamment en termes de réciprocité, notamment en termes d'empathie que ça peut susciter chez l'autre, et donc par empathie, évoquer du désir aussi. Et puis surtout, en fait, franchement, c'est tellement plus agréable d'être désinhibé. C'est tellement plus agréable quand on a une émotion. Et là, je parle au sens large, en fait, au-delà de la séduction. À un niveau personnel, c'est tellement plus agréable quand on n'a pas à rejeter une émotion qui nous habite. Que ce soit de la déprime, de la tristesse, de la colère. Toute émotion, elle est là, c'est un signal, elle passe. Et plus on va se bloquer, l'inhiber, la refuser, plus elle va s'agréger dans un coin jusqu'à exploser potentiellement, ou créer de la frustration. Donc toute émotion est là pour être accueillie, assumée. Ça ne veut pas dire qu'il faut trouver une justification, la rationaliser ou quoi que ce soit. Juste la désinhiber et voir ce qui se passe. Après, que ça excite, que ça fasse ressortir sa féminité et tout ça, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'au moins à un niveau personnel, c'est ultra intéressant. Et on peut même se mettre en position inverse. Est-ce que c'est pas plaisant, une femme qui assume son désir ? Et on peut voir que des femmes qui assument leur désir, il va y avoir plein de façons différentes de le faire. Il y en a une qui va passer en mode tigresse, et limite, on n'a pas envie de ça, parfois. D'autres en mode cochonne, et d'autres qui vont le faire de manière subtile. Et moi, ce qui me parle le plus, c'est la subtilité. Donc, désir assumé de manière subtile, peut-être. Et enfin, la prise de contrôle. Les femmes sont attirées par les hommes qui sont en contrôle, nous dit Jacques le solide. Elles sont attirées par les hommes qui mènent. C'est pourquoi en faisant en sorte de véhiculer ce trait de personnalité, elle va vous trouver bien plus excitant. Ne la laissez pas mener l'interaction, même si elle essaye de le faire. Prenez les commandes et gardez-les. Franchement, c'est trop, quoi. Hein, ça va trop loin. Ça va trop loin. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que les femmes déjà qui aiment que quelqu'un mène. En fait, c'est agréable. C'est toujours agréable d'être mené. Si c'est bien fait. Si c'est à l'écoute de nos besoins. Si ça répond exactement à la façon dont elle aime être menée. Moi, pour avoir été ingénieur pendant 7 ans, je sais qu'il y a des managers avec lesquels j'ai aimé travailler. J'aimais vraiment ce côté où c'est lui qui gère ces aspects-là, et je me sens pas inférieur, et je sens qu'on a des discussions intéressantes, et il remplit bien son rôle, et ni plus ni moins, et c'est pas qu'il est supérieur et qu'il a de meilleures compétences que moi ou quoi, c'est juste que il remplit un rôle, et moi je remplis un autre rôle. On aurait pu être dans des positions inverses, ça change rien. Et
Et là, ouais, moi je veux bien que cette personne-là mène sur les aspects où il peut mener. Mais on peut pas tout mener tout le temps. Enfin, c'est quoi ça? Je veux dire, il faut qu'elle mène sa vie à elle. Après, et c'est super plaisant aussi, une femme qui prend des initiatives. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il faudrait être un homme qui prend toutes les initiatives parce que c'est comme ça qu'on va séduire une femme? Bah, admettons, mais en fait, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est un homme qui n'a pas envie que la femme prenne autant d'initiatives. Et c'est dommage. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être en capacité de prendre beaucoup d'initiatives, mais il faut aussi veiller à ce que l'autre donne du sien. Sinon, à quoi ça sert? Si c'est pour être... c'est quoi? Si c'est pour conduire une voiture et qu'il y ait des passagers dedans et que, en fait, les passagers, que ce soit l'un ou l'autre, ce soit la même chose, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc nécessairement, c'est quand même plus intéressant si on peut partager le volant, si on a une discussion pendant qu'on conduit, etc. Donc, qu'est-ce qui est intéressant par contre dans le fait que quelqu'un mène? Là, on en revient encore sur ce côté où ça libère de l'énergie si c'est bien fait. Je sais pas, enfin j'ai l'impression que beaucoup revient sur cette notion-là. C'est est-ce que ça élève mon énergie? Est-ce que ça la nourrit? Ou est-ce que ça la gêne? Et certains hommes vont mener d'une manière pas du tout plaisante. Il suffit de regarder dans la danse. Alors effectivement, dans la danse, on peut se rendre compte qu'il y a une propension à... comment dire, même à l'unanimité, c'est préférable que l'homme mène la danse. A priori, dans 90%. Mais il y a aussi des formes de danse, comme le Lindy Hop ou le Westfield Coast ou quelque chose comme ça, où la femme peut influer sur la danse elle-même, où les partenaires peuvent se séparer et du coup ce que fait la femme a un impact plus fort sur l'homme et où le guidage est moins important. Et il y a des formes de danse où le guidage est beaucoup plus important et beaucoup plus structuré, beaucoup plus normé. Et donc en fait, il y a de tout, en fait, il y a tous les niveaux de guidage, et à un instant T, on peut ne pas avoir envie d'être mené du tout. Mais l'exemple de la danse est intéressant pour cet aspect de l'homme qui mène, l'homme qui guide. Et ce qui est intéressant dans cette métaphore de la danse, c'est que, qu'on soit homme ou femme, il y a des personnes avec qui on aime danser. Et le rôle que nous donne la danse, en tant qu'homme et en tant que femme, c'est d'un côté être guidé principalement, de l'autre guidé principalement. C'est un choix qui est fait parce que c'est difficile si on est tous les deux en train de guider en même temps. Ce que ça veut dire, c'est c'est quand même compliqué quand deux personnes sont en mode leadership en même temps. Donc, à un moment donné, un choix est fait pour alléger l'énergie, que chacun trouve une place, parce que ça sert à rien qu'on soit tous en mode leader, en fait. On est tous en mode leader, on est tous en train de se casser dessus, de se lancer des briques et de se taper, quoi. Donc c'est pas possible. D'accord? Donc, un choix est fait un peu tacitement dans la société, de dire l'homme mène, la femme suit. C'est éduqué comme ça, donc il y a quand même effectivement beaucoup de chances qu'on rencontre des femmes qui cherchent plus à être menées, mais il y a aussi de plus en plus de femmes qui ont envie un peu de donner du leur et mener et prendre des initiatives, et c'est tant mieux. Le tout, c'est qu'un homme qui mène, c'est pas ça l'essence de la chose. Oui, c'est l'étape numéro 1 dans la danse. Prends ton rôle d'homme qui mène, prends ton rôle de femme qui suit. Sauf que la femme, quand elle suit avec plein d'hommes différents, elle va pas ressentir la même énergie. La façon de mener importe. Donc je dirais qu'au-delà de mener,
c'est beaucoup plus intéressant de se demander comment on veut mener. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre de la philosophie relationnelle. C'est-à-dire, c'est quoi notre philosophie de la relation? C'est quoi nos pas de danse? C'est quoi le rythme qu'on veut donner, qu'on veut influer à la conversation? C'est quoi, justement, je pense que le pourcentage d'initiative, le pourcentage de contribution qu'on demande à l'autre fait partie même de cette philosophie de la relation. Si on compare le tango au Lindy Hop, on est sur des danses très différentes. Il y a plein de femmes qui aiment danser seules aussi, donc des styles de danse où on danse seul. On peut même considérer que c'est un style de danse à part entière que, entre deux partenaires, que deux personnes qui dansent sur la même musique sans être dans une forme de dépendance, mais dans une forme de construction d'un univers de co-indépendance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est même pas obligé de mener quoi que ce soit. C'est-à-dire que si deux partenaires peuvent danser, disons sur du hip-hop, pour créer un univers visuel à deux, où chacun est indépendant, mais aussi en communication, c'est-à-dire que ce que fait l'un impacte l'autre, ce que fait l'autre impacte l'un, on est aussi dans une danse de couple, en fait, sans ce côté structuré, enfermant. On reste dans une danse de couple avec beaucoup plus de liberté. Et je pense que c'est ce vers quoi on va de plus en plus de liberté individuelle, plus d'indépendance pour chacun, et cette possibilité d'évoluer chacun de son côté avec plus de liberté. Et ça, c'est une exploration de la relation en tant que telle. C'est-à-dire que quand on danse la salsa, on danse la salsa. Il y a une certaine forme de liberté, mais il y a des bases qui sont là, qui sont choisies par l'homme et la femme. Et quand on danse le hip-hop à deux, pareil, c'est un autre ensemble dans lequel on s'insère. Donc voilà, sur cette notion de mener, de guider, en fait, on peut être un homme qui guide très très peu, être avec quelqu'un. Il n'y a aucun besoin de le faire pour séduire, en fait. Je pense que c'est ça la vérité. Après, ça reste intéressant de savoir guider sa propre vie, ça reste intéressant de savoir guider quelqu'un, et à soi de voir si c'est quelque chose qu'on veut faire dans sa vie ou non. Voilà la conclusion que je vous propose aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un nouveau format que je reproduirai sans doute. Ça me plaît beaucoup de partir de l'existant et d'y réfléchir pour aller plus loin que ce qui est dit et tirer plus de vrai et avancer ensemble vers une masculinité qui nous correspond à soi et qui nous permet de rencontrer une personne qui nous est chère, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à notre vision de la vie. Sur ce, je te dis à bientôt.